Bonjour, nous allons voir ensemble le cours de statique des systèmes de solides. Il s'agit de déterminer les efforts qui transitent à travers des mécanismes aussi complexes que ceux qui figurent sur la droite. À la fin de ce cours, vous serez capable de modéliser mathématiquement ces actions mécaniques et aussi les calculer pour pouvoir dimensionner les mécanismes. Le cours se décomposera en plusieurs parties. Tout d'abord, nous étudierons deux exemples. L'exemple du système de freinage du TGV, ainsi qu'un exemple un peu plus simple avec lequel nous commencerons, celui d'un microcompresseur. Nous amorcerons donc la résolution du système microcompresseur, et au fil de la résolution, nous allons dégager les outils et les stratégies qui permettent de résoudre des problèmes de statique des solides. En fin de cours, nous amorcerons la modélisation des actions mécaniques dans des situations un peu plus complexes, ainsi que la modélisation des liaisons réelles. Je vous invite à prendre des notes afin de mieux mémoriser les éléments importants du cours de statique. Nous aurons donc deux documents à mener de front et que nous compléterons au fil de l'eau. Un troisième document sera complété qui porte sur la résolution du système de freinage, mais nous commencerons un peu plus tard. N'hésitez pas à arrêter cette vidéo de façon à avoir le temps de prendre des notes. Le premier système que nous allons étudier est le système de freinage du TGV. Le TGV duplex est un TGV qui contient jusqu'à 377 passagers, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un avion. À une vitesse de croisière de l'ordre de 320 km/h en vitesse commerciale, le TGV duplex a d'ailleurs été capable de battre le record de vitesse sur rail établi à 574,8 km/h. C'est une rame qui pèse 425 tonnes et mesure 200 mètres de long pour 10 voitures. On peut faire le calcul, mais à cette vitesse, le TGV a une énergie cinétique de 1,7 gigajoules. Pour s'arrêter, il lui faut 3,5 km, même en arrêt d'urgence. La SNCF envisage un passage à 350 km/h en vitesse de croisière, en vitesse commerciale. Et l'énergie cinétique étant au carré, on passerait cette fois-ci à une énergie cinétique de 2 gigajoules. Il faut bien comprendre que pour un ingénieur, arriver à dissiper dans un freinage d'urgence la totalité des 2 gigajoules représente un véritable défi. Le freinage passe obligatoirement par les roues et le contact rail-roue. Pour pouvoir freiner la rame, les bogies qui portent le train sont soit des bogies moteurs, soit des bogies porteurs, et les freins sont implantés dans les bogies porteurs. La rame dispose de 9 bogies porteurs et de 4 bogies moteurs. Les bogies porteurs sont ceux que l'on voit sur le haut du transparent. Les bogies moteurs sont ceux que l'on voit sur le bas. On distingue bien sur les bogies porteurs les disques qui sont en fait des disques de freinage. Cette photo permet de voir très nettement les 4 disques de freinage d'un des essieux de bogie porteur, ainsi que les garnitures qui viennent frotter sur les disques de façon à dissiper l'énergie par frottement. Chaque système de freinage est actionné par un vérin, dessiné en jaune sur la figure. Le vérin, en se déplaçant, vient par un système de levier et de biellette écraser les garnitures contre le disque de façon à frotter, à freiner le disque. Ce genre de système est soumis à des efforts très importants. Aussi, mener une étude de statique va permettre de déterminer des informations très importantes pour le dimensionnement, comme par exemple la pression nécessaire à l'alimentation du vérin pour pouvoir freiner le disque, les efforts dans chacune des articulations pour pouvoir dimensionner les liaisons, le couple de freinage qui va être développé par chaque disque, et enfin le comportement au contact roue-rail pour savoir s'il y aura éventuellement du glissement ou pas. Le schéma cinématique qui modélise le système de freinage montre une certaine complexité du système. On a donc besoin d'outils et de méthodes qui vont être adaptés au système complexe de façon à pouvoir calculer comment se propagent les efforts dans le mécanisme. Je rappelle qu'il s'agit ici d'un sujet de concours, donc on vous demande bien effectivement pour les concours de classe préparatoire aux grandes écoles d'être capable de résoudre ce genre de problème. Prenez le temps dans la synthèse de cours de noter les éléments clés que nous avons évoqués juste avant. Nous allons maintenant évoquer le cas du microcompresseur. Le microcompresseur est un petit compresseur à air
qui permet de comprimer jusqu'à des pressions allant de 5 à 8 bars. Il est entraîné par un moteur électrique au niveau de l'arbre d'entrée que l'on distingue sur la figure. Cet arbre est entraîné en rotation, ce qui, par un système de bielle-manivelle, va conduire à une translation alternative du piston et donc, par un jeu de clapet anti-retour, faire entrer l'air dans la chambre du compresseur lorsque le piston descend, puis refouler l'air dans une bonbonne sous pression lorsque le piston remonte. Sur ce genre de système, il va être intéressant de déterminer les efforts dans les liaisons, ce qui permettra de dimensionner les pièces qui constituent ces liaisons, et déterminer le couple moteur nécessaire pour pouvoir monter jusqu'à 9 bars, ce qui permettra de dimensionner le moteur électrique à implanter. La méthode est la suivante. Nous allons d'abord modéliser le système sous la forme d'un graphe de structure et d'un schéma cinématique, puis modéliser les efforts qui s'exercent sur le système ou à l'intérieur du système, traduire l'équilibre des pièces pour pouvoir établir des liens entre les inconnus d'action mécanique, et enfin nous résoudrons le système d'équations qui aura été obtenu de façon à déterminer ces inconnus. Je vous invite à prendre quelques notes sur l'illustration, le contexte et la modélisation du microcompresseur, et nous allons pouvoir passer ici à l'étude des actions mécaniques, en particulier le torseur d'action mécanique que nous allons voir maintenant. Alors avant de voir dans la synthèse de cours ces notions théoriques, nous allons d'abord les illustrer sur le microcompresseur pour pouvoir poser les outils et les introduire. Donc nous passons à la résolution commentée de l'exemple du microcompresseur. Le microcompresseur est un système qui comporte un bâti, ainsi que 3 pièces en mouvement, l'arbre d'entrée, l'arbre 1, la bielle violette, 2, et le piston bleu ciel, 3. C'est un système finalement relativement simple. Une action mécanique de type couple moteur va être exercée sur l'arbre 1, et puis une force due à la pression de l'air va être exercée sur le piston 3. La représentation ici des liaisons est assez évidente. Une liaison pivot entre le bâti et l'arbre vert, une liaison pivot glissant entre le bâti et le piston, et de part et d'autre de la bielle, 2 liaisons rotules. On peut se poser la question de savoir si on n'aurait pas dû mettre des liaisons pivot, par exemple, ou pivot glissant. Faites-moi confiance pour le moment, il s'avère que d'un point de vue des actions mécaniques, il s'agit plutôt de liaisons rotules. Prenez le temps de noter quelques éléments, comme le graphe de structure et le schéma cinématique, dans l'illustration sur le microcompresseur. La modélisation des efforts conduit à modéliser un certain nombre d'efforts. On a à la fois des efforts extérieurs au système, l'action de l'air sur le piston est un effort extérieur au mécanisme, l'action du couple moteur sur l'arbre 1 est une action extérieure sur le mécanisme, mais aussi des actions mécaniques à l'intérieur du mécanisme, entre la bielle 2 et le piston 3, entre l'arbre 1 et la bielle 2, entre le bâti et les pièces en liaison avec le bâti, c'est-à-dire la pièce 1 et la pièce 3. Pour modéliser les actions mécaniques qui s'exercent sur ou dans le système, commençons par les actions mécaniques les plus simples. L'action par exemple de l'air sur le piston 3. Il s'agit de la pression d'un gaz, pression P, s'appliquant sur une surface S, et on sait que le vecteur force va pouvoir s'écrire sous la forme d'une norme pression fois surface, dirigée suivant la normale à la surface, la normale entrante. Donc on va retrouver F de R sur 3, qui va s'écrire sous la forme moins pression fois surface fois Y0. Cette force va s'appliquer au barycentre de la surface, c'est-à-dire au point C. Si on s'intéresse maintenant à l'action de 2 sur 3, c'est l'action qui va être transmise par la liaison rotule en B. La liaison rotule étant libre de tourner dans toutes les directions autour du point B, on va uniquement avoir une force transmissible de 2 sur 3 appliquée au point B. Donc on peut écrire cette force F de 2 sur 3, qui est inconnue, qui est d'une direction quelconque,
si bien que je suis obligé de la modéliser sous la forme de 3 inconnues scalaires correspondant aux 3 composantes sur les 3 directions de l'espace. Par contre, on sait que cette force s'applique en B, et c'est une information intéressante qui nous sera utile pour la suite. Vous avez remarqué peut-être que j'ai exprimé la force F dans la base 2 et non pas la base 0. Faites-moi confiance, on verra que le fait d'utiliser la base 2 ici nous amènera quelques simplifications par la suite. A priori, toute base, bien sûr, pouvait convenir. Alors je vous invite à prendre en note ces éléments. Veillez à garder un petit espace ici, puisque nous allons compléter avec un outil supplémentaire, l'outil torseur, dans quelques instants. Pareil, laissez un petit intervalle ici. Quand on s'intéresse à la liaison A, l'action donc de 1 sur 2, eh bien, elle est tout à fait similaire à l'action de 2 sur 3, c'est le même type de liaison, par contre elle s'applique en A. Je ne vais rien mettre pour l'instant, puisque comme on va réexprimer tout à l'heure les actions mécaniques avec un nouvel outil, eh bien j'en profiterai pour traduire cette action mécanique directement. Si on s'intéresse à l'action extérieure du moteur sur l'arbre 1, il s'agit cette fois-ci d'une action qui tend à faire tourner l'arbre 1 par rapport au bâti. C'est ce qu'on appelle un couple. L'action du moteur sera un moment, et ce moment n'étant associé à aucune force, on appelle ça un couple, le couple CM. Donc on voit déjà qu'il y a 2 types d'actions mécaniques quand même distinctes. Jusqu'à présent, on avait vu des forces qui s'appliquaient en un point. Là, cette fois-ci, c'est une action qui tend à faire tourner, qui s'appelle plutôt un moment. Alors il faut remarquer que les forces, elles aussi, peuvent tendre à faire tourner. Prenons l'exemple de l'action de 2 sur 1. C'est une force qui s'applique en A, et cette force aura tendance à faire tourner la manivelle autour du point O. Si on décompose la force de 2 sur 1 en 2 composantes, la composante on va dire radiale et la composante tangentielle, on peut s'apercevoir que la composante radiale qui tire le solide 1 au niveau du point A dans la direction x1 ne tend pas à faire tourner le solide 1 par rapport à 0 autour du point O. Donc elle ne participe pas à un moment. Par contre, l'action Ft, elle tend pleinement à faire tourner le solide 1 autour du point O. Et donc on peut dire qu'elle crée un moment qui tend à faire tourner le solide 1 autour du point O. Ce moment va être proportionnel bien sûr à l'effort Ft, puisque plus l'effort est grand, plus le moment, plus l'action qui tend à faire tourner va être grande. Et sera aussi proportionnel au rayon. Plus le point A est éloigné du point O, plus le moment sera important. Alors je ne vais pas tourner longtemps autour du pot. Il s'avère que l'expression du moment en haut s'écrit sous la forme d'un produit vectoriel et on retrouve en réalité une relation de changement de point de torseur, ce qui va permettre d'écrire les actions mécaniques sous la forme de torseur. Et donc la relation de changement de point, c'est le moment au point O de l'action de 2 sur 1, dans ce cas précis, qui sera égal au moment A de l'action de 2 sur 1, mais comme c'est une force appliquée en A, c'est un moment qui sera nul, plus la force de 2 sur 1 vectorielle, le vecteur de déplacement, le vecteur AO. Donc on retrouve une propriété de torseur, et donc on va pouvoir écrire les actions mécaniques sous la forme d'un torseur comportant une résultante qui est indépendante du point, et un moment qui lui par contre va dépendre du point d'application du torseur. Donc c'est ce que l'on retrouve sur ce transparent. La force qui est la résultante du torseur et le moment en A qui est le moment du torseur réduit en A. Et la relation de changement de point qu'il va bien sûr falloir retenir. On va tout de suite évoquer 2 cas particuliers importants. Le cas d'une force appliquée en un point. On a vu qu'il y avait plusieurs cas dans l'exemple du microcompresseur qui correspondait à des forces appliquées en un point. Lorsqu'on a une force appliquée en un point A, eh bien au niveau du point A, le moment est nul. C'est la propriété clé du torseur d'une force appliquée en un point, qu'on peut aussi appeler un torseur glisseur. Et puis le torseur couple, qui correspond à la situation où il n'y a pas de résultante, uniquement une action qui tend à faire tourner, uniquement un moment, et donc du coup on appelle ça un couple. On pourra remarquer qu'un torseur couple va s'écrire
de façon identique, quel que soit le point M, puisque quand on applique la relation de changement de point, comme la résultante est nulle, le second membre sera toujours nul. Prenez le temps de noter les quelques éléments que nous venons d'évoquer. On va donc pouvoir réécrire les actions que nous avons déjà décrites sous la forme de torseurs d'action mécanique. Si on reprend la force de l'air sur 3, eh bien il s'agit d'une force appliquée au point C, donc on va pouvoir écrire le torseur sous la forme d'une force de l'air sur 3 et d'un moment nul au point C. Pour l'action de la bielle sur 2, pareil, c'est une force appliquée au point B. On va pouvoir donc retrouver la force en haut du torseur, le moment nul quand on est au point B. Et pour la bielle 1 sur la manivelle 2, on peut écrire l'action mécanique de 1 sur 2 sous la forme, encore une fois, d'une force de direction quelconque et un moment nul quand on est au point A, le point d'application de la force qui est le centre de la liaison rotule. Enfin, le couple moteur, CM, on peut l'écrire sous la forme d'un torseur couple avec une résultante nulle et un couple moteur en moment CM, suivant Z0, puisque le couple moteur est un couple qui tend à faire tourner l'arbre vert autour de l'axe Z0. On peut poursuivre après avec les liaisons. Il reste deux liaisons, la liaison du bâti sur l'arbre 1 et puis l'action mécanique de la liaison du bâti sur le piston 3. Concernant la première liaison du bâti sur l'arbre 1, il s'agit d'une liaison pivot d'axe OZ0. On peut voir que cette liaison bloque quasiment tous les mouvements sauf la rotation autour de l'axe OZ0. Aussi, pour pouvoir bloquer ces mouvements, la liaison est capable de générer des efforts qui empêchent le mouvement. Donc comme toutes les translations sont bloquées, on va retrouver des inconnus d'efforts suivant toutes les directions de l'espace. Une inconnue en X, une inconnue en Y, une inconnue en Z. Par contre, pour les moments, comme la liaison laisse l'arbre vert tourner de façon totalement libre autour de l'axe OZ0, on va retrouver un 0 comme composante en Z0 et des inconnus en X et Y puisque les rotations autour de X et Y sont interdites. Donc la liaison est capable de résister et de transmettre des actions mécaniques autour de ces directions. Le torseur d'action mécanique pourra cette fois-ci être écrit en colonne, puisqu'il y a beaucoup d'inconnus à l'intérieur, donc ce sera plus pratique que par une notation en ligne. Mais bien sûr, on peut utiliser indifféremment une notation en ligne ou en colonne. Ici, on retrouve la résultante, R, et le moment, M, au point O. Pour les liaisons pivot glissant, d'axe OY0 cette fois-ci, entre le bâti 0 et le piston 3, eh bien, on a une liaison qui autorise uniquement une translation et une rotation autour de l'axe OY0. On va donc retrouver des actions mécaniques qui sont capables de bloquer les translations qui ne sont pas suivant Y0, mais suivant Y0, on retrouve bien un 0 puisque la liaison est libre de coulisser dans cette direction. Et pour les moments, on retrouve des inconnus de moments qui sont capables de bloquer les rotations qui ne sont pas suivant Y0, mais on retrouve un 0 suivant Y0 puisque la liaison est libre de tourner autour d'Y0. On va donc écrire ce torseur en colonne avec ces deux zéros et le reste c'est des inconnus. Vous l'avez bien remarqué certainement, mais à chaque fois qu'on a des degrés de liberté pour une liaison, eh bien on a des zéros dans le torseur d'action mécanique. Donc si la liaison pivot glissant a 2 degrés de liberté, on va retrouver 6 moins 2, c'est-à-dire 4 inconnus de liaison dans la torseur d'action mécanique. Si je remonte à la liaison pivot juste avant, on avait une liaison avec un seul degré de liberté. Et donc on a 6 moins 1, c'est-à-dire 5 inconnus d'efforts inconnus d'action mécanique. On va bientôt maintenant pouvoir passer à l'analyse de l'équilibre des pièces qui conduit à des relations entre les actions mécaniques qu'on a écrites, et en particulier toutes ces inconnues qu'on a mis dans les liaisons pivots, les liaisons rotules, les liaisons pivot glissants. Mais avant cela, nous allons faire une petite synthèse dans le cours sur la partie modélisation des actions mécaniques. Alors cette synthèse, je vous invite à
à rédiger les éléments que nous avons évoqués. On va la compléter avec deux exemples. L'exemple de la liaison glissière. On retrouve ici le torseur cinématique de la liaison glissière, uniquement une translation suivant x. Donc là ici c'est la vitesse en A, là c'est la vitesse de rotation. Et au niveau de l'action mécanique, on retrouve la force F ou la résultante R comme vous voulez, et le moment en A. Et on retrouve bien que s'il y a une vitesse possible dans la liaison, eh bien on a un 0 qui apparaît en effort. Et comme on a des mouvements bloqués, des zéros dans le torseur cinématique pour le reste des mouvements, il y a des inconnus d'effort qui sont capables d'arrêter ce mouvement. On retrouve bien donc une dualité entre le torseur cinématique et le torseur statique. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est quelque chose qui découle des éléments théoriques. En réalité, le produit scalaire entre le torseur statique et le torseur cinématique correspond à la puissance. Et comme pour une liaison parfaite, la puissance dissipée est nulle, eh bien nous avons cette dualité qui apparaît. Faites attention néanmoins à ne pas appliquer une règle au pied de la lettre, puisqu'il ne s'agit surtout pas de décalquer le torseur statique sur le torseur cinématique en remplaçant les zéros par des inconnus et inversement. Si vous regardez bien, la vitesse est sur la colonne de droite, alors que la force, qui est son action duale, est sur la colonne de gauche. Donc il faut quand même raisonner un minimum. La liaison appui-plan, pour donner un deuxième exemple un peu plus complexe, eh bien c'est une liaison qui autorise deux translations dans le plan et une rotation normale au plan. Et du coup, on va retrouver une force normale au plan. Donc la force, et on a des zéros dans la direction dans le plan et une force là où le mouvement de translation est inconnu. Et pour les moments, comme il y a une rotation autour de la normale au plan, il y a un 0 sur la normale au plan, et on retrouve deux inconnus de moment dans les deux directions où le mouvement est interdit. Il existe bien sûr bien d'autres liaisons qui sont rassemblées dans le tableau sur le poly de cinématique, où vous retrouviez la représentation graphique des liaisons dans 3D et dans le plan, ainsi qu'une géométrie du contact générique, pour comprendre, et les deux colonnes torseur cinématique et torseur d'action mécanique. Donc là, on va retrouver, vous pourrez vous entraîner à retrouver le torseur d'action mécanique en vous appuyant sur les mouvements permis par la liaison. C'est quelque chose qu'il faut bien sûr savoir faire couramment pour la suite des travaux dirigés et des évaluations.